Bajan et vous regardez question d'économie. La crise sanitaire mondiale qui affecte les économies creuse également les systèmes bancaires à travers le monde, conduisant ainsi de nombreuses banques à la faillite. Au Cameroun, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a pris de nombreuses mesures, plusieurs mesures, 9 au total, pour permettre d'éviter le pire à ces différentes entreprises. Parmi elles, la suspension de l'application des mesures de recouvrement pour les entreprises directement affectées par la pandémie de Covid-19. Et selon les experts financiers, c'est une opportunité pour ces entreprises et notamment les banques de faire des audits bancaires. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un audit bancaire? Nous avons posé la question. Pas la moindre idée de ce que vous appelez audit bancaire. Je connais, mais je ne peux pas donner la définition. Non. Non, j'ai jamais entendu parler, non. L'audit bancaire, c'est à connaître la situation financière de chaque institution financière, c'est-à-dire de chaque banque. C'est-à-dire l'actif, le passif et tout ce qui est en cours. Ça sert à contrôler peut-être les comptes, je ne sais pas trop. Mais je sais que ça fait dans le contrôle. Vraiment, j'ai aucune idée. J'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc, je ne peux pas vous donner une explication claire. Pour moi, l'audit passe d'abord par un cabinet externe. Ce cabinet externe-là, qui n'a attrait ni à la banque, ni au gouvernement. L'audit bancaire, pas encore. L'outil bancaire, l'audit bancaire, pas du tout. À ma connaissance, c'est pour faire la comptabilité. Je n'ai vraiment pas d'informations assez précises sur ce qui concerne le financier. L'audit bancaire est fait sous plusieurs formes. C'est-à-dire, déjà, la société est obligée de faire l'audit si l'employeur, entre parenthèses, constate que sa trésorerie n'est plus fluide. Et de deux, s'il constate que quand il envoie, peut-être quand il paye ses fournisseurs, la banque est toujours en train de dire qu'il n'y a pas de provision. C'est là où, quelque part, l'employeur fait appel à ses financiers. Il dit que, mais attendez, puisque c'est le financier qui est le moteur, qui est le maillon de la société. Écoutons à présent la réponse des experts en la matière. Pierre Nunkam est notre invité. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Vision 4 au Cameroun et de par le monde. Alors, question de base, qu'est-ce qu'on entend par audit bancaire ? Ben écoutez, l'audit bancaire, je le définis en des termes très simples comme étant la science de gestion des risques bancaires. Il y a longtemps, je prenais tout un paragraphe pour le définir parce que ce n'est pas une discipline qui s'enseigne dans les écoles de par le monde. Cette discipline m'a été donnée au cours de ma traversée du désert, un parcours qui n'a pas été toujours facile. Je coutume de dire que c'est une révélation. Donc l'audit bancaire, c'est la science de gestion des risques bancaires. Qu'est-ce qu'un risque bancaire ? Un risque bancaire est le danger que tout client de banque court en allant vers la banque pour une quelconque opération. Il n'y a pas d'opération qui ne comporte pas un quelconque risque. Donc un risque, c'est un danger que vous courez à aller vers la banque. De même qu'une femme, quand elle est enceinte et qu'elle doit enfanter, court le risque de laisser sa vie en donnant la vie. Donc c'est pour dire, quand je pense, c'est pour dire, nous devons aller nécessairement à la banque, mais il faut savoir que quand vous allez à la banque, il y a toujours un risque que vous courez. Alors pourquoi est-ce que cette action, cet audit bancaire semble effrayant pour les employés même de la banque et pour les responsables ? Ben, écoutez, je crois que votre question elle est très bien posée parce que là vous placez du côté de la banque. Exactement. Alors ça semble effrayant parce que tous les abus, parce que quand on parle de risque, quand le client court le risque, ça veut dire que le risque vient du fait de la banque. Alors maintenant, ça peut être dans un contexte comme le nôtre, je reste au Cameroun, quand on dit que nous sommes l'un des pays les plus corrompus au monde, j'ai coutume de dire depuis 3 ans ou 4 ans, que l'épicentre de la corruption
contrairement à ce que beaucoup d'autres pensent, n'est pas dans l'administration publique, c'est dans le système bancaire, l'épicentre de la corruption. Et je vais vous prendre un indicateur pour être... C'est autour de 45%. Ça voudrait dire que même pour produire les 44 000 milliards de PIB, nos populations auraient eu besoin de l'ordre de 20 000 milliards de crédits bancaires pour produire ça. Mais nous sommes un peuple extrêmement ingénieux. On leur a privé des moyens de travailler, mais en dépit de ça, leur ingéniosité, leur perspicacité leur a permis, avec autour de 8 000 milliards de francs CFA de crédit, de produire 44 000 milliards de PIB, c'est autour de 17% au lieu d'être à 45%. En réalité, si on avait atteint les 45%, on n'aurait jamais parlé de pauvreté chez nous parce qu'on aurait produit près de les 150 000 milliards de PIB et tout le monde aurait trouvé de l'emploi. La pauvreté n'aurait jamais fait trouver de passage dans nos pays de la sous-région. Dans votre définition, encore un petit peu scientifique de l'audit bancaire, vous semblez démontrer qu'il y aurait plusieurs types d'audits qui concernent et les responsables de la banque et les clients également. Tout à fait, parce que justement, il faut bien le préciser, la banque fait l'audit interne, comme toute entreprise qui veut se développer, elle fait l'audit interne. Mais son audit interne vise à la préserver d'autres risques. Ça peut être le risque contre le client lui-même. Mais je me souviens, j'étais jeune étudiant en France en 84, on avait un professeur qui disait toujours, c'est de la contradiction qu'est né le mouvement. Et puis, parlant de la banque elle-même, je suis le président de l'association des consommateurs qui défend, qui protège les intérêts des déposants. Quand vous connaissez l'histoire de la banque, quand vous connaissez comment la monnaie est créée, parce que vous savez, la banque crée la monnaie, quand vous connaissez comment ça fonctionne, vous devrez pouvoir vous rendre compte que le sort du déposant, le sort de l'épargnant, se joue sur un théâtre où il est absent. L'épargnant n'est pas du tout impliqué dans la gestion de la banque. Or, justement, l'audit bancaire vient pour commencer à pallier à cette défaillance-là. Vous ne pouvez pas confier toutes vos épargnes, confier toute votre vie à quelqu'un et croire qu'il peut s'en occuper mieux que vous. Encore quand on appelle de dépôt à la banque, c'est confier quelque chose sur la garde de quelqu'un. Vous ne pouvez pas confier et ne jamais surveiller et croire que cette personne-là peut s'en occuper au point, quand bien il serait de bonne foi, il faut toujours contrôler et l'assister à bien faire. Donc, restons dans la banque, il y a deux types d'audits. Il y aura l'audit interne pour la banque, mais l'audit bancaire, c'est un audit externe, c'est l'audit de la fonction banque, en nous mettant du côté du client. Donc, cela est destiné pour aider la banque à mieux faire. Et ça voudrait donc impliquer le déposant à mieux s'assurer que ces dépôts ne sont pas confiés à la banque et utilisés à bon escient tel que ça va revenir, tel qu'il ne court pas du risque de perdre son épargne. On peut développer encore davantage parce que quand la banque prend l'épargne en dépôt, elle octroie les crédits. Alors, le déposant doit s'assurer, et c'est ça le combat que nous menons, on doit s'assurer. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes en campagne. Le déposant doit s'assurer que la banque a accordé les crédits sur son épargne de telle sorte que celui qui a reçu cette épargne puisse travailler sereinement et rembourser. Ce n'est toujours pas le cas dans un contexte comme le nôtre où nous sommes réputés être l'une des sociétés les plus corrompues au monde. Il faut le dire et répéter. Nous ne le disons pas de manière périodique, nous le disons pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive plus. Le système bancaire, l'audit bancaire vient commencer à pallier à cette défaillance-là. C'est-à-dire que l'audit bancaire n'a pas que des conséquences négatives sur le client, sur la banque elle-même, il y a également des conséquences positives à en tirer. L'audit bancaire n'a pas de conséquences négatives. Elle n'a aucune conséquence négative, ni pour la banque, ni pour l'entreprise, ni pour le déposant. Alors, si l'audit bancaire voudrait impliquer l'épargnant dans la gestion de son épargne par la banque, c'est pour aider la banque à mieux contrôler. Si vous voulez, le cadre dans lequel nous sommes en train de travailler, la mise en place du cadre amiable
qui a été institué depuis 1990 par le chef de l'État, par une ordonnance du président de la République, Paul Biya, du 27 avril 1990, et qui n'a jamais été mis en place. On y reviendra à l'âge dessus. On y reviendra. D'accord, ok. Ça implique toutes les parties prenantes à la vie de la banque. Donc, l'audit bancaire n'a rien de mauvais contre qui que ce soit. Elle voudrait, nous sommes sur un cas, on y reviendra certainement, où nous sommes en train de dire à la BICEC, ça on peut déjà le dire, à la BICEC, ces employés, 8 au total, ont accordé un mauvais critère que ce crédit ne peut pas être remboursé par l'entreprise bénéficiaire. Donc nous n'avons pas dans cette procédure indexé la BICEC elle-même, mais nous avons identifié des cas de la banque qui ont mal géré qui donc la banque en faillite, avec de mauvaises affaires. Donc c'est dire que l'audit bancaire aide la banque elle-même à bien faire. Et c'est pour ça que nous avons en campagne au fin de mettre en œuvre le cadre pour redresser les banques et les microfinances qui sont en faillite et menacées d'une mise en liquidation. Et justement, le 26 mai dernier a été lancée la campagne de sensibilisation, d'information et de formation à la pratique de l'audit bancaire au fin de construire le cadre amiable dont vous parlez. Alors, quelles sont les modalités et les spécificités de cette opération? Élément de réponse dans ce reportage signé Christian Elundu à Douala. C'est une campagne d'information et de formation qui vise à sensibiliser les épargnants à la pratique de l'audit bancaire. Une pratique qui doit se bâtir autour du cadre amiable institué par le chef de l'État par ordonnance du 27 avril 1990, mais qui malheureusement n'a jamais été mis sur pied. Son Excellence Paul Biya a rendu en 1990 l'ordonnance numéro 003 du 27 avril 1990 qui institue en son article 2 le cadre amiable pour liquider les banques, certes. Mais l'audit bancaire permet de constater que le cadre amiable a d'autres missions qui sont même prioritaires à la gestion des banques, dont celle de redresser les banques en difficulté. Pourtant, cet outil apparaît comme l'unique solution pour préserver l'épargnant contre la faillite bancaire et lui éviter d'être abandonné à lui-même lorsque la banque tombe. Que le système bancaire doit fonctionner dans un cadre amiable. Ça voudrait dire sur même table de travail, on doit retrouver en première position l'épargnant, qui doit s'assurer que l'épargne qu'il confie en dépôt aux banques a été utilisée pour financer sainement l'entreprise qui travaille dans les conditions idoines pour rembourser. La campagne vise à fédérer épargnants, banques et entreprises autour de la construction du cadre amiable afin de lutter ensemble contre la faillite bancaire. Il faut repenser autrement, et repenser autrement voudrait justement que chacun comprenne que l'épargnant, la banque et l'entreprise doivent se mettre ensemble et rechercher à l'intérieur les solutions internes. Les entreprises qui importent doivent chercher des activités internes au jour d'aujourd'hui pour rembourser les crédits. Et là, ça nécessite que la société qui est un dialogue social, que dans le cadre amiable, tous les partenaires, tous les parties prenant la vie de la banque se mettent ensemble pour laisser le temps à ces entreprises de se réorienter à l'intérieur pour travailler et rembourser les crédits. Cet outil a également pour objectif de sauver les entreprises en difficulté afin de leur permettre de rembourser leurs crédits pour que l'épargne prêtée soit reconstituée et que survive la banque. De retour sur le plateau des questions d'économie, nous sommes toujours avec notre invité Pierre Noumkam, il est auditeur bancaire. Alors vous avez certainement suivi et participé d'ailleurs à ce reportage. Pourquoi aujourd'hui réveiller le cadre amiable et qu'est-ce que c'est? Écoutez, pourquoi exhumer le cadre amiable? Déjà c'est un texte du chef de l'État qu'on aurait dû implémenter depuis, comme nous l'avons découvert en 2013, nous avons saisi le ministre des Finances. Nous l'avons saisi également le ministre de la Justice, parce que c'est les deux ministères qui peuvent faire appliquer ce cadre amiable. Il ne l'a jamais été fait. Nous pensons qu'il fallait être l'auditeur bancaire pour percevoir dans son esprit toutes les implications de ce texte. Nous l'avons découvert, c'est vrai, mais il fallait pouvoir comprendre c'est de quoi les questions. Parce que l'ordonnance parle de la liquidation des banques, mais en réalité, il y a un point extrêmement important dans ce texte. Le chef de l'État dit ceci à l'article 4 de son ordonnance. Il dit que la dissolution de la banque n'arrête pas le cours des intérêts sur les créances représentées par des dépôts sur livret.
Ça, c'est un texte de 90. Cela voudrait dire en clair que ceux qui avaient déposé leur argent sur les livrets, et la banque fonctionne essentiellement sur cela, doivent, même quand la banque ferme, obtenir restitution de leurs dépôts. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ce n'est pas le cas. Or, c'est cette décision qui, en réalité, respecte la banque telle qu'elle est conçue, telle qu'elle a été conçue il y a 300 ans. Toute banque reçoit le dépôt du public à charge de restituer à la demande du dépôt. Ça veut dire qu'à Cofines, par exemple, il y avait autour de 18 milliards qui étaient en dépôt sur livret. Quand cette banque est fermée, et j'ai coutume de dire, il faut que tout cela, depuis 80 que ce droit est rendu, il faudra qu'elle soit exécutée. Et elle le sera. Alors, il nous revient, en tant qu'auditeur bancaire, d'ouvrir les yeux des politiciens, essentiellement de tous les Camerounais, mais essentiellement du RDPC qui est au pouvoir, sur ce qu'il faut faire pour indemniser toutes les victimes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'État qui a rendu cette ordonnance, et elle doit être appliquée. Nous œuvrons pour que cela soit le cas. Et il y a un autre texte, permettez que je le dise. Allez-y. La loi numéro 219 du 21, barre de François 021 du 24 décembre 2019, qui concerne l'activité des crédits dans les banques et les microfinances, voudrait qu'à tous les moments, avant qu'une banque ne s'attarde à son client qui n'a pas remboursé le crédit, il faut qu'elle commence par prouver que le crédit dont a bénéficié le client était conforme à ses besoins. Or, l'activité change, les données changent. Ça voudrait dire qu'il faudrait que la banque et son client, de manière permanente, puissent être en train de discuter pour adapter le crédit aux besoins de l'entreprise. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, cette débat-là ne peut se faire que dans le cadre qui a été institué en 1990 et jamais mis en place. Alors, quand on fait donc l'exégèse des deux textes, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais je donne comme ça les éléments importants. On ne peut qu'au jour d'aujourd'hui œuvrer pour que le cadre amiable prenne fonction, parce que les deux textes ne peuvent s'appliquer que dans un cadre où les parties prenant à la banque se mettent ensemble pour travailler. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Et nous allons en campagne pour dire que cela est fait dans le contexte actuel où il y a la crise sanitaire qui compromet encore gravement la situation et des entreprises et des banques elles-mêmes. Et justement, dans ce cadre amiable-là, lorsqu'on parle de cadre, on voit des personnes. Quelles sont les personnes qu'on retrouve à l'intérieur de ce cadre? Alors, dans ce cadre amiable, peut-être que le chef de l'État l'avait voulu, en faisant l'exégèse, les épargnants sont placés au centre de sa préoccupation. Ça, c'est très important à comprendre. Dès lors qu'il prévoit que tous les épargnants, tous ceux qui ont mis leur argent, ont fait leur épargne au système bancaire, sur des livrets, dans des livrets sur dépôt avec les intérêts, il a mis l'épargnant au centre de ses préoccupations. Donc il y a l'épargnant qui, jusqu'à présent, je l'ai dit à l'entame de cette émission, est absent du théâtre où se joue son sort. Donc le chef d'État met l'épargnant au centre de sa préoccupation et il doit être forcément partie prenante au cadre amiable. Et il y a évidemment l'entreprise, il y a les actionnaires, il y a l'État, bien évidemment. Alors, il y a les actionnaires parce qu'il faut rendre compte aux actionnaires qui gèrent la banque, il y a les dirigeants, c'est eux qui gèrent la banque, il faut qu'ils soient présents pour qu'ensemble on discute. Il y a les entreprises parce qu'il faut que l'épargnant soit assuré de la disponibilité permanente de son épargne à la banque. Il faut bien que dans cette discussion, l'entreprise soit nécessairement présente pour exposer ses difficultés et qu'on adapte effectivement les crédits à ses besoins. Autrement dit, si le système actuel continue à faire comme elle fait, ça veut dire vous demandez un crédit de 200 millions, on rationne, on vous en donne 100. Alors que vous avez expertisé que votre affaire demande 200 millions. Mais la banque, dans un contexte normal, peut expertiser votre affaire et estimer qu'au lieu de 200 millions, vous en faut 300. C'est le rôle de la banque. Mais chez nous, tout se passe plutôt comme la banque pense que tout ce que vous demandez, il faut rationner. Nécessairement, non. Alors, maintenant, l'épargnant étant impliqué de par le nom du chef de l'État, mais l'entreprise étant impliquée de par la loi du 24 décembre 2019, tous doivent se mettre ensemble et discuter. Il s'agit d'une plateforme de discussion, d'une table de discussion de manière permanente. J'explique cela dans Vous avez également commis... Oui, j'ai commis cet opuscule par rapport à la démarche. Là-dedans, je présente la situation actuelle de notre système bancaire. C'était avant la crise sanitaire qui est venue aggraver davantage la situation. Alors, j'expose la situation qui était déjà pas reluisante avant cette crise,
qui est en train de s'empirer au jour d'aujourd'hui. Mais justement, parlant de cette crise, déjà vous êtes le président de la mutuelle interafricaine des consommateurs des biens et services en abrégé MIABIS. Oui. Et selon vous, justement, cette crise de Covid-19 met à rude épreuve la confiance entre les banques et les clients. Comment je ne veux pas dire qu'elle met à rude épreuve la confiance. Non, ça met à rude épreuve et les banques elles-mêmes et les entreprises. Alors, je crois que ce n'est pas venu créer directement un conflit, mais un conflit va naître dès lors que les banquiers vont dire rembourser et que les entreprises ne peuvent pas rembourser. Tout le monde souffre de cette crise. Les banquiers auront raison de demander remboursement des crédits. Les clients qui ne peuvent pas rembourser auront raison de dire nous ne parvenons pas à rembourser. Donc cette crise est venue sinistrer encore davantage un secteur qui était déjà sinistré. Alors, mais je dis, comme je l'ai annoncé à Douala, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Je suis chrétien catholique. On nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis de cet avis-là. Pas mal de choses qui n'ont pas pu être obtenues dans le cadre hier, quand tout allait bien, au jour d'aujourd'hui, où chaque pays est obligé de lutter pour sa propre survie. On nous dit aujourd'hui qu'aux États-Unis, ça ne va pas du tout. En Europe, ça ne va pas du tout. Alors, ça nous oblige, nous, à comprendre qu'il faut que nous-mêmes, on trouve solution à nos problèmes. Le chef de l'État le disait il y a depuis 8 ans, je crois, au début de septembre de 2011 et 2018. Je crois que la situation s'aggrave encore davantage. Il faut qu'on trouve solution à nos problèmes. Et là, déjà, par rapport au cadre amiable, c'est déjà ce que nous apportons pour dire, quand on va se mettre ensemble, les banquiers vont comprendre qu'il faut relâcher un peu les entreprises. Mais il y aura pas mal d'autres problèmes. Même la Banque centrale elle-même devrait s'impliquer, parce que quand elle sort de la trésorerie et dit qu'elle soutient les banques, mais elle soutient les banques classiques et les microfinances dans tout ça, qui n'ont pas accès aux ressources monétaires. Il faut bien qu'elle aussi, qui finance l'économie à 83%, qu'on puisse parvenir d'une manière ou d'une autre à trouver une solution pour que ces microfinances puissent avoir accès à la Banque centrale pour créer la monnaie, pour obtenir ces ressources-là qui sont, j'allais dire, gratuites, et financer et soutenir les clients. Il va falloir justement aussi qu'il y ait même davantage, j'allais dire, des rallonges de crédit qui vont permettre aux entreprises de s'adapter à la nouvelle donne. Parce que, pour prendre un cas simple dont j'ai parlé au lancement de cette campagne, les entreprises qui importaient, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent plus importer. Le gouvernement de la Banque centrale dit qu'il y a beaucoup de défis, on ne peut plus dévaluer. J'ai dit dans cette conférence que je suis d'accord. D'ailleurs que vous êtes ancien de la Banque. Oh oui, je suis ancien cadre supérieur de la Banque centrale. J'ai assumé la fonction de directeur adjoint de la Bergarois en 92. Et le gouverneur rassure quand même sur la dévaluation du franc CFA que ce n'est pas d'actualité pour le moment. Une bonne nouvelle, mais pas pour toutes les entreprises selon vous. Écoutez, vous savez, une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas d'évasion. Mais nous sommes en économie en train de mourir. Les entreprises qui sollicitaient les devises pour importer n'importe justement plus passer son arrêt d'activité. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais je me réjouis de cette situation, que la dévaluation ne soit plus à l'immédiat, à l'heure du jour. Mais il faut en même temps trouver une solution rapide pour réorienter ces entreprises vers d'autres activités internes qui puissent leur permettre effectivement de gagner de l'argent et de rembourser. Et ça demande effectivement un dialogue social urgent, pour leur faire déjà comprendre qu'il faut qu'elles oublient davantage de se tourner toujours vers l'extérieur, d'aller importer les déchets et venir déposer ici. Il faut le dire sans embâche, nous ne pouvons pas nous développer en pensant important tout jusqu'au cure-dent. Non. Le moment est venu où il faudrait que ceux qui importaient les cure-dents, déjà dès maintenant, auraient pu commencer à acheter les bambous de Chine pour produire ces cure-dents-là sur place. La crise peut encore durer longtemps. De toute façon, ce que je pense, c'est qu'un nouveau ordre économique mondial doit naître et ce qu'on appelait hier mondialisation, globalisation, on nouvel sauvagement des frontières, c'est fini. On va arriver à un certain protectionnisme. Autrement dit, si ce n'est pas le cas, je crois qu'il faut attendre que ce genre de crise se multiplie, parce qu'on doit encore prendre des maladies. D'autres formes naîtront, donc il faut ouvrir seulement pour les cas d'extrême nécessité. Pierre Noumkam, merci d'avoir été notre invité ce soir. On vous souhaite de bien retourner dans sur Douala, merci. C'est moi qui vous remercie infiniment de me donner cette opportunité de dire encore davantage ce que j'ai dit à Douala de manière beaucoup plus explicite. Je crois simplement que ça apportera et que les entreprises qui sont en difficulté comprennent qu'elles n'ont pas assez fait. Elles doivent monter et à vision nous retrouver partout
qu'on les amène envers les banques comprennent qu'il faut dialoguer pour qu'on trouve une solution, pour mettre en place ce qui a été décidé par le chef de l'État pour le bien de tous. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro des questions d'économie sur Vision 4. Bonne soirée.